C'est parti donc pour un débrief spécial investiture de Donald Trump. On va parler évidemment d'Elon Musk sans arrêt, mais pas uniquement. Cette semaine avec moi pour ce grand débrief spécial, Tariq Krim, entrepreneur, fondateur du think tank Cybernetica. Bonjour Tariq. Bonjour. Julien Nossetti à côté de vous, chercheur à l'Institut français des relations internationales, autrement dit IFRI, et également au Centre Géode. Bienvenue Julien. Bonjour. Avec nous un autre Julien, Julien Pillot. Bonjour. Bonjour Delphine. Julien, enseignant, chercheur et économiste à l'INSEC. Alors, on va parler par exemple de Stargate, parce que c'est quand même un projet à au moins 500 milliards de dollars annoncé par le nouveau président des États-Unis au premier jour de son mandat, donc dans un projet d'intelligence artificielle. On va aussi s'intéresser à cette saga autour de l'interdiction rachat de TikTok et puis des nouveaux droits de douane. On va surtout s'interroger à ce sujet sur dans quelle mesure finalement ça peut impacter le secteur de la tech. Mais on va démarrer avec les crypto-monnaies, ou les crypto-mèmes, je devrais dire, lancés par le couple présidentiel Melania et Donald Trump. Pour comprendre un peu ce qui se passe, on est connecté avec Alexandre Stachenko. Bonjour. Alexandre, directeur de la stratégie Pemium. Ma première question, c'est donc on parle de devises comme à l'effigie en fait de personnalités, des crypto-mèmes. On dit aussi des meme coins, mais qu'est-ce que c'est tout ça ? Alors effectivement, c'est la première bonne approche déjà, c'est de différencier ce dont on parle de Bitcoin par exemple, parce que on fait souvent un gros paquet en disant les crypto-monnaies et Trump a peut-être essayé de se glisser dans cette qualification-là, mais en réalité, ce qu'il a lancé, c'est beaucoup plus proche de la carte Pokémon ou du pins de campagne que de Bitcoin. Donc en fait, c'est deux sujets qui sont complètement différents. Il y a ce qu'on appelle les meme coins, qui sont en fait juste des jetons sur lesquels on va mettre une blague ou quelque chose qui fédère une communauté. Il y en a avec des animaux de toutes sortes, il y en a qui font référence à des images sur Internet. Il y a, en règle générale, c'est assumé qu'il n'y a absolument aucun sous-jacent, que quand on achète ça, on est juste en train de rigoler ou de faire partie d'une communauté. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas lancé une devise au sens où il n'a pas de prétention politique. Il n'a pas envie de devenir le nouvel étalon de commerce international. Il n'a pas envie de devenir la monnaie des États-Unis. Il a simplement envie de faire une forme de don déguisé en lançant un coin et en surfant sur la vague. Alors, c'est important de faire cette distinction-là parce que j'ai déjà commencé à voir des analyses à droite et à gauche qui parlent du Trump coin pour en déduire des choses sur Bitcoin, alors qu'en fait, c'est à peu près aussi absurde que de dire quelque chose comme, je sais pas, le président a lancé une carte Pokémon, voilà donc ce qu'on peut en conclure sur l'immobilier parisien ou sur l'or. Ce sont des choses qui sont complètement différentes et donc ce qu'il a lancé n'a rien à voir avec Bitcoin et surtout, c'est très inquiétant par rapport à différents conflits d'intérêts. Est-ce qu'on peut, juste avant de rentrer sur les conséquences, est-ce qu'on peut faire le rapprochement avec les NFT ? Oui et non, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un NFT au sens où la différence avec un NFT, c'est que, comme leur nom l'indique, ils ne sont pas fongibles. Donc, en fait, on achète des collectibles, des objets de collection qui sont tous différents les uns des autres. Ici, c'est un jeton qui a été mis en série. Donc, en fait, ils sont tous pareils. C'est pour ça que c'est plus un coin qu'un NFT. Mais le rapprochement avec les NFT, il peut être pertinent dans la mesure où souvent les NFT vont être utilisés pour, par exemple, l'art numérique. Et donc, effectivement, on va acheter plutôt une idée, un projet, mais pas vraiment un sous-jacent financier, par exemple. Moi, j'ai vu qu'en un week-end, finalement, ce crypto-mème de Donald Trump représentait 89%, je crois, de sa fortune. Comment c'est possible, ça ? Alors c'est pas tout à fait vrai, ou alors, enfin ça dépend de la façon dont on compte la fortune, mais en gros il a émis 200 millions de jetons à 18 centimes pièce, donc ça c'est de l'argent qui est déjà dans sa poche effectivement, mais donc ça fait à peu près quelques dizaines de millions de dollars dans sa poche. Le reste à l'heure actuelle c'est de l'argent virtuel, c'est-à-dire que le marché il est complètement illiquide, il n'y a pas énormément de volume par jour, donc ça veut dire qu'il a effectivement beaucoup de jetons qui sont valorisés sur le marché de mémoire aujourd'hui autour de 40 $, et donc ça l'amène à plusieurs milliards de dollars, plusieurs dizaines de milliards de dollars de fortune. Mais en réalité, s'il voulait les vendre demain, il ne pourrait pas. Le marché ne peut pas absorber ce nombre de jetons. Donc, ce qu'on peut considérer qu'il a mis dans sa poche à l'heure actuelle de manière certaine, c'est quelques dizaines de millions de dollars. Le reste, c'est pour l'instant complètement fictif. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'en servir. Il peut très bien étaler sa vente, par exemple, sur les 4 prochaines années, au hasard. Et ça voudrait dire qu'effectivement, il peut tous les jours, par exemple, vendre pour $1 million et gagner tranquillement de l'argent. Ouais, et de même pour Mélania. Une réaction, Julien ?
Oui, peut-être une réaction en complément de ce que vient de dire Alexandre. Il y a aussi des calculs qui ont été faits de façon un petit peu fantaisiste sur le plan méthodologique ces dernières semaines autour justement de ces mêmes coins, notamment sur le fait que... donc il a annoncé vouloir en émettre 1 milliard en tout. Aujourd'hui, il y en a 200 millions, donc il reste 800 millions à émettre. Et les calculs que j'ai vus passer ont extrapolé la valeur des 800 millions de Memecoin à émettre sur la base de la valeur actuelle des 200 millions. Or, évidemment, avec la loi de l'offre et la demande, on peut inférer le fait que la valeur du Memecoin va fluctuer et probablement un petit peu baisser. Donc les calculs d'aujourd'hui sont très largement surestimés. Un commentaire peut-être, Alexandre, là-dessus ? Non, c'est tout à fait juste. Ouais. Aujourd'hui, il a 800 millions de dollars. Enfin, c'est un Memecoin, donc l'équité économique n'est certainement pas le driver du projet. Donc les 800 millions qui restent à émettre, ils sont tranquillement prévus d'être émis par la suite. Je pense qu'il y a un scénario dans lequel il va justement simplement faire vivoter le jeton et chaque jour, chaque semaine, pour les prochaines années, empocher une partie de l'argent. Tariq Rim ? Je parle sous le contrôle d'Alexandre, mais il me semble que cette Memecoin peut être achetée par n'importe qui sur la planète. Et donc, c'est quand même fascinant que quelques jours avant l'élection officielle de Donald Trump, on ait une monnaie qu'on peut acheter. Moi, je me rappelle l'anecdote, c'est que quand les ambassadeurs venaient voir Trump lors de son premier mandat, il leur demandait: est-ce que vous avez été dans mon nouvel hôtel à Washington? Et s'il leur disait, ils avaient le malheur de lui dire non, il passait à la personne d'après. Et donc là, on peut se poser la question, lorsqu'on aura les présentations des ambassadeurs, combien de Trump Coin vous avez acheté? Qui va les acheter? Quelles sont les faveurs? Enfin, c'est vrai que c'est quand même du jamais vu. Julien ? D'autant plus qu'en fait, on parle aussi de mème, donc il y a aussi une dimension quasi identitaire en fait à ce sujet aujourd'hui aux États-Unis. Donc ça, c'est peut-être une dimension à pas perdre de vue, sachant que ça peut aussi permettre à Trump et à sa base de se ressouder. Alors là, il profite effectivement de l'effet de son investiture, du début de sa présidence, mais sur le plus long terme, ça pourra éventuellement compter. On parle beaucoup évidemment de toute cette sphère des tech bros, même si l'expression n'est pas forcément la plus heureuse, mais ça peut éventuellement peser quand il s'agira de trouver d'autres types de financement, quand il s'agira d'aller séduire un électorat qui aura pu être déçu à certains moments de sa présidence. Et puis, Alexandre, j'imagine que ça réjouit complètement toute la communauté crypto, si je la prends au sens large, parce que Donald Trump annonce en ça son amour pour les crypto-monnaies, mais aussi la promesse d'une dérégulation. Alors, ça dépend ce qu'on appelle communauté crypto, mais en réalité, pas tant que ça. Si je prends mon exemple personnel, moi, je suis pas du tout réjoui par ce qui est en train de se passer. Beaucoup de gens ne le sont pas non plus. En fait, la distinction qui est importante à faire, c'est que, alors déjà, c'est qu'il y a Bitcoin et les cryptos qui sont deux choses différentes, mais surtout que l'industrie américaine, elle est très contente, effectivement, parce qu'on a un nouveau président qui va changer le président de l'autorité des marchés financiers, il l'a déjà fait, qui va vers une ère effectivement, dérégulation. Je précise quand même que ce qu'il a fait, avec le précédent président de la SEC, je pense qu'il serait déjà en procès, parce qu'il n'a pas le droit de le faire, tout simplement. C'est une sorte d'appel à l'épargne publique, et il n'a pas le droit de le faire s'il n'est pas enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc il est en train de faire ce qui ressemble très fort à du népotisme et à du conflit d'intérêts. Et évidemment, quand on est une boîte américaine, et j'en pense à certaines, qui depuis 5, parfois 10 ans, se traînent des procès avec l'autorité des marchés financiers américaine, en fait, on s'est un petit peu acheté une nouvelle virginité. Il va probablement passer l'éponge sur les passifs juridiques d'un certain nombre de boîtes qui sont très contentes de passer à la suite pour pouvoir opérer. En revanche, si vous prenez les bitcoiners, les gens de la communauté, les gens qui ont juste du bitcoin ou qui n'en ont pas spécialement fait un emploi, c'est beaucoup de gens qui sont très déçus parce qu'ils savent très bien qu'il est en train de, par effet de halo, de lancer une très très mauvaise image sur Bitcoin, qu'il est en train de remettre en question aussi un certain nombre d'annonces qu'il avait fait, parce que par exemple il avait dit qu'il ferait une réserve stratégique de Bitcoin. Moi, vu ce qu'il est en train de faire en ce moment, je me demande est-ce qu'il va pas y mettre des jetons bizarres, des memecoins, des trucs made in America. Non mais c'est rigolo, mais en réalité, si effectivement il prend ce chemin-là, moi je sais, en tant que personne dans l'écosystème depuis 10 ans, qu'en règle générale, si je suis pas un terroriste, le lendemain je suis un blanchisseur et le surlendemain je détruis la planète. Là maintenant, je vais être considéré du soutien de Trump, etc. Donc moi ça m'amuse qu'à moitié, et c'est pas quelque chose que je soutiens, ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Ouais, Tariq. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, derrière cette idée de dérégulation de l'économie, alors on le voit dans les crypto-monnaies, mais on le voit aussi, on va en parler dans l'IA,
il y a un discours ambivalent. Aujourd'hui, il y a des hedge funds qui se disent on va peut-être parier contre l'économie américaine dans les 6 mois à 1 an parce qu'elle va surchauffer et peut-être s'écrouler. Et il est évident que aujourd'hui, en mélangeant un peu tout, parce que c'est ce qui est fait, on mélange tous les concepts, on met ça dans un sachet, on secoue en espérant que personne n'y voit que du feu. Il y a un vrai sujet sur justement la crédibilité et aussi, on parlait tout à l'heure de népotisme, du fait que derrière tout ça, il y a énormément de conflits d'intérêts, puisque le tsar crypto de Donald Trump, qui est investisseur dans Solana, qui est une des plateformes qui est utilisée, enfin, on se rend compte en fait que chacun vient voir Donald Trump pour lui proposer ces technologies et faire monter les prix. Alors après, la vraie question qui se pose quand on parlait des meme-coins, c'est ça marche, sauf si les gens ils perdent leur chemise, et on va voir aujourd'hui, parce que, évidemment, ce genre de plateforme n'est basé sur absolument rien, c'est juste de la perception. On ne peut même pas dire qu'il y a un sous-jacent économique à étudier, on est vraiment, j'allais dire, finalement, c'est le culte de la personnalité mis dans une pièce, dans un jeton tokenisé. Donc, on va voir. Mais il y a pas mal de gens qui sont un peu inquiets quand même sur l'avenir des cryptos à cause de ça, de ces conflits d'intérêts, du fait qu'au lieu de structurer et de rendre ce marché présentable, aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça sans annoncer aussi qu'il a gracié le fondateur de Silk Road, qui était une plateforme qui finançait les terroristes, les tueurs à gages, le trafic de drogue, en utilisant des bitcoins. Donc il y a un environnement qui n'est pas très sain pour l'instant. Alors si on prend le sujet plus sérieusement de la question des réserves en crypto, est-ce que l'Europe devrait s'engager sur cette voie selon vous, Alexandre ? Alors là aussi, il y a débat parce que il y a du positif et du négatif à le faire. Moi, ma conviction, c'est qu'effectivement, là, ce qui se passe aux États-Unis, ça veut dire des choses positives et négatives pour l'Europe. Ça veut dire des choses positives parce que il y a encore quelques mois, j'étais persuadé que c'était trop tard. Là, Trump avait fait ses annonces qu'il allait s'engouffrer dans une brèche que l'Europe refuse de prendre, puisque nous, on veut réguler, toujours réguler, donc c'est bon, on va encore passer à la régulation suivante. Et en fait, on se constate qu'il fait n'importe quoi, qu'il part donc comme je le disais, en népotisme, en conflit d'intérêts, avec des meme coins, etc. Donc finalement, le scénario optimiste, c'est de dire en fait, ça veut dire que on a un interstice. On peut se réveiller, on peut penser à Bitcoin, essayer de faire des choses avec. Je sais que de nombreux partis y réfléchissent, ne serait-ce qu'en France, et ne serait-ce que pour des raisons électoralistes, mais à la limite, pourquoi pas. Donc ça veut dire qu'on a un interstice. Le négatif, c'est que en fait, on va aussi vers un scénario dans lequel l'Europe, en règle générale, aime se penser comme une puissance normative. Donc en règle générale, quand on discute avec des parlementaires européens, par exemple, souvent on dit il faut absolument réguler en premier. Pourquoi ? Parce que si on régule en premier, on va imposer nos normes de régulation au monde entier, parce que l'Europe, c'est un marché dont on ne peut pas se passer. Et donc si on impose nos normes, en fait, à long terme, on sera dominateur, parce qu'en fait, on se sera adapté aux normes avant tout le monde. Et en fait, vu ce que dit Donald Trump, le scénario devient de plus en plus plausible, dans lequel, pas du tout, il s'en fiche complètement de la régulation européenne, il va faire son propre modèle, dans lequel ça va être quand même sacrément plus permissif, voire trop permissif. Et donc nous, on sera dans notre marché tout seul à dire quand est-ce que vous nous suivez ? Et en fait, personne va nous suivre. Là, le dilemme pour les entrepreneurs, ce sera est-ce que je vise le marché américain ou européen ? Et pour beaucoup, je pense que la réponse, ce sera le marché américain. Et un dernier point, c'est que sujet, par exemple, des réserves stratégiques, c'est un sujet qui fait débat, parce que, effectivement, moi, je pense que on se dirige vers un monde où, à moyen terme, le Bitcoin pourrait s'imposer comme un étalon de commerce international, et donc ce sera intéressant pour les États d'en avoir des réserves pour pallier des problèmes, mais en même temps, ça pose quand même la question de est-ce que c'est le rôle d'un État que d'accumuler des bitcoins avec l'impôt de ses citoyens ? Et là, je suis pas tout à fait sûr que c'est son rôle. C'est peut-être le rôle de fonds souverains, c'est peut-être le rôle d'autres personnes, ou c'est peut-être tout simplement le rôle de l'État que d'arrêter de dire n'importe quoi sur Bitcoin et d'inciter la population à s'y intéresser, mais sans pour autant y aller directement. Donc il y a plusieurs avis dans le monde de Bitcoin sur le sujet, mais en tout cas, il faudrait que ça nous permette de nous réveiller en Europe sur le sujet, et non pas de repartir sur un autre mouvement de balancier que j'attends malheureusement, dans lequel on va dire regardez ce qui se passe aux États-Unis, c'est bien la preuve qu'il faut toujours plus de régulation.
Bon, le réveil, je crois que c'est le mot en ce moment-là, on est en train de se réveiller. Merci beaucoup Alexandre Savchenko d'avoir été avec nous pour cette spéciale investiture Donald Trump et commenter, nous aider à mieux comprendre ce qui se passe autour des cryptos. Je rappelle que vous êtes le directeur stratégie de Pemium. Merci encore. Nous, on enchaîne, on continue nos sujets. Je voulais vous lancer sur le projet Stargate. Bon, super nom. Investissement à 500 milliards de dollars dans l'IA annoncé donc par le nouveau président des États-Unis. Derrière ce projet, on retrouve OpenAI, Oracle, SoftBank, un fonds d'investissement aussi adossé aux Émirats Arabes Unis, MGX, Nvidia aussi partenaire du projet. Bon, bref, c'est un investissement sur 4 ans. Il y a quand même 100 milliards de dollars qui vont être débloqués immédiatement. Et l'objectif, c'est de construire un réseau gigantesque de data centers pour nourrir toutes ces IA génératives. Votre réaction à cette annonce? Qui veut commencer? Julien? Non, mais là, on est clairement dans la nouvelle course aux étoiles, en fait. Cette fois-ci, on a juste changé de protagoniste en face. C'est plus la Russie, c'est la Chine. Il faut battre la Chine dans cette course à l'armement que constitue l'intelligence artificielle, à la fois sur la partie infrastructure et puis sur la partie software. Et ça ne se réglera du point de vue de ces hyperpuissances impérialistes que par la question de l'argent qui permet d'attirer les meilleurs talents, d'avoir la possibilité de pouvoir très très vite investir dans des infrastructures essentielles et pouvoir faire de la recherche fondamentale comme appliquée. Là où ça peut éventuellement coincer, c'est sur la partie énergétique. Ouais. Oui, parce que là aujourd'hui, on a déjà un tiers des data centers qui sont sur le territoire américain et qui correspondent à peu près à la moitié de l'énergie consommée par les data centers dans le monde entier. Si vous rajoutez, on va dire 5 supercells, 100 milliards par supercell, 500 milliards, ce serait à peu près ça. Vous rajoutez, on va dire à peu près 25 gigawatts de puissance appelée et vous ferez passer la consommation de 276 TWh telle qu'elle existe aujourd'hui aux États-Unis à plus de 300, voire 400, peut-être même 500 TWh. Et il va sans dire qu'en positionnant ces data centers, notamment au Texas, ce ne sera pas alimenté, en tout cas pas à court terme, par de l'énergie propre ou nucléaire. Ce sera plutôt alimenté par de l'énergie qui sera extrêmement carbonée, du gaz, du charbon, des hydrocarbures. Et là, ça pose éventuellement un problème à la fois de prix de l'énergie, mais aussi évidemment tout simplement de réchauffement climatique. Absolument. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si Trump a focalisé une partie de ses premières déclarations sur la question énergétique, donc, en disant sa fameuse formule drill baby drill fort, pour essayer de redonner des marges à ce secteur très très carboné effectivement aux États-Unis. Donc il y a un lien étroit avec la question numérique et technologique. Mais sur Stargate, en fait, j'irais peut-être encore plus simplement directement sur un point précis, c'est-à-dire que sur l'IA, pendant quelques années, on a eu tendance à mettre en avant le volet développement de grands modèles, en fait, des LLM. Or, il y a aussi une question infrastructurelle qui est absolument majeure, et ça, c'est vrai que du côté européen, on l'a peut-être un peu occulté ces dernières années. Non pas que personne n'en parlait et que personne ne soulignait effectivement cette dimension-là, mais il y a une urgence aujourd'hui qui est permise aussi par la déclaration sur Stargate. Et quand vous prenez toute la liste des projets data centers que certains des grands big tech ont déjà commencé à construire, Meta, Google, AWS et consorts, ça aligne des centaines et des centaines de milliards de dollars. Donc ça, c'est tout à fait colossal. Entre parenthèses, on peut aussi s'interroger sur le niveau des montants. Est-ce que ça va nécessairement se traduire par des réalisations concrètes et atteindre cette fameuse avance, le fameux moment Spoutnik en fait, dont les États-Unis parlent depuis des années vis-à-vis de la Chine, en particulier sur l'IA. Donc c'est tout un maelstrom de questions. C'est à la fois du leadership technologique, ce qui renvoie à des considérations très psychologiques là aussi du côté américain, ce qui est pas neuf, et puis des questions très très physiques, très très matérielles. Ouais. Et quand on entend ces centaines de milliards de dollars, on se dit waouh, pour l'Europe ça va être compliqué quand même. Ne peut pas suivre. Déjà, les États-Unis ne peuvent pas suivre, puisqu'on l'a bien vu ici à SoftBank, qui n'a pas l'argent. C'est ce que dit Musk en rigolant, mais il n'a pas totalement tort. Sam Altman lui a dit c'était faux. Oui, mais bon. Il n'a pas tout l'argent. Le fait qu'on fasse venir l'argent des Émirats, donc. La question est la même, l'Europe n'a pas d'argent. Que le rapport Draghi, c'est bien beau, mais il n'y a pas d'argent. Donc il faut demander aux Saoudiens, aux Émiratis. Et pour l'instant, ils ont choisi. Il y a ce concept en géopolitique marrant qu'on appelle les AI swing states, c'est-à-dire ces États
qui vont pencher soit du côté de la Chine, soit du côté des États-Unis. Et tout le travail qu'a fait Biden, c'est de ramener les Émirats, qui avaient commencé à discuter avec la Chine, vers le pôle américain. Mais derrière Stargate, en fait, il y a un billard à plusieurs bandes. Le premier, c'est que il y a 2 ans, il fallait 10 milliards pour faire un LLM de premier plan. Ensuite, il fallait 1 milliard. Ensuite, il fallait... maintenant, il faut 1 million pour faire quand on voit les modèles chinois. Donc, en fait, les prix ont baissé. Et donc, les LLM se sont commoditisés. Donc, il y a un problème pour OpenAI, c'est que la prochaine génération demande énormément d'argent, que je ne crois pas que Microsoft, en tout cas c'est ce qu'on entendait à Davos, veut continuer à payer. Et donc, il faut un partenaire, il faut une stratégie de sortie. Et Stargate est d'une certaine manière la stratégie de sortie. Il ne faut pas oublier que SoftBank est déjà un investisseur d'OpenAI. Donc ça, c'est la première chose. Mm-hmm. La deuxième, c'est que on a un problème d'énergie aux États-Unis qui est assez bien quantifié. C'est en 2027, la grille ne peut plus supporter. Et donc, ce qu'on voit à travers et ça, c'est le côté fascinant, c'est que d'un côté, la Chine réorganise toute son énergie de manière assez autoritaire pour dire on aura l'énergie nécessaire pour la prochaine génération d'IA. Les États-Unis, on se rend compte que depuis Reagan, en fait, on a libéralisé le marché de l'énergie, mais en fait, on a construit 2 centrales nucléaires en 40 ans. Donc, en fait, il n'y a pas du tout... et puis, quelqu'un disait, on est en train de créer l'industrie du 21e siècle sur l'infrastructure du 19e siècle. Donc, on le voit un peu. Il y a un vrai sujet. Et puis, un sujet dont personne ne parle, qui sont l'accès aux données, parce qu'il faut de l'énergie, il faut de l'eau aussi, on en parle peu, mais... Et il faut des données. Et là, le gigantisme du projet, qui existe depuis longtemps, puisque le data center au Texas est déjà en phase de construction, la question qui va se poser, c'est quelle est la stratégie de l'Europe. Et je pense que l'Europe n'est pas là pour uniquement essayer de faire un sous-Stargate. Alors, pas la série Stargate, ça a commencé, c'était un grand film, et ça finit avec des séries faites au Canada qui ne coûtaient pas grand-chose. Alors on peut peut-être être sur ce niveau-là, ou se dire, les États-Unis ont besoin de l'Europe pour la bataille face à la Chine, pour 2 raisons. L'accès à l'énergie. Sans l'énergie décarbonée de l'Europe, voilà, c'est un sujet. Et sans les données de l'Europe, on ne pourra pas, notamment les données scientifiques, parce que maintenant on est passé de ChatGPT à ce qu'on appelle l'hyperscience, donc les modèles un peu comme ce que fait DeepMind, et les talents. Donc il y a un vrai sujet, et là je pense que la diplomatie européenne va devoir se positionner vis-à-vis des États-Unis en disant, ensemble on peut faire le super géant, tout seul, vous avez de l'argent, vous avez data center, mais vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas les données, et vous manque les talents. Donc il y a, à mon avis... Il faut être ferme dans la négo, parce que sinon, voilà, on va être des sous-traitants... Faut être, comme dit Trump, il y a un deal à faire. Alors, est-ce qu'on va être capable... Est-ce que Van der Leyen ou les autres sont capables de le faire? Bien le mener, le deal. Ouais. On enchaîne avec la saga autour du rachat de TikTok et son interdiction. Donc, petit rappel, il y a eu un texte qui a été voté par le Congrès en avril 2024 qui contraint la maison mère chinoise ByteDance de vendre TikTok sous peine d'interdiction. Donald Trump a donné un sursis de 75 jours. Et il propose que ByteDance cède 50% de son capital aux États-Unis. Comment vous voyez les choses se profiler, Julien? Bien malin, celui qui peut prédire en fait la suite de l'affaire TikTok. Hein. C'est vraiment d'une complexité assez abyssale. Ce qui est très marquant aujourd'hui, c'est d'une part la politisation assez extrême du sujet en interne. Hein. Donc il y avait une décision de la Cour suprême. On connaît tous l'enchaînement de la séquence, et y compris au Congrès aujourd'hui, qui a majorité républicaine, mais les rapports à ces questions TikTok sont pas tranchés. Donc il y a une vraie division de la classe politique américaine à ce sujet. Et moi, ce que je vois aussi, c'est vraiment la dimension internationale, c'est-à-dire que là on a affaire à la première puissance mondiale qui a pris des décisions pour des raisons de sécurité nationale d'interdire l'accès à un réseau social, donc ce qui prend complètement le contre-pied de la diplomatie américaine depuis 35 ans sur la liberté de circulation, liberté d'accès aux données, etc. Ouais. Et là, ça peut très bien inspirer effectivement des régimes autoritaires. Donc là, il y a vraiment la question de comment les États-Unis se voient aussi dans ce monde où, jusqu'à une date récente, les valeurs comptaient quand même. Et là, nous, de notre point de vue d'Européens, ça va beaucoup jouer sur nos rapports transatlantiques,
qui risque de subir une phase de remous assez importante, et on sera peut-être bien seul dans notre positionnement de champion des valeurs européennes en matière tech plus largement. C'est aussi la même chose avec les données, avec l'IA et toute une série d'autres enjeux technologiques. Je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je voulais qu'on parle de deux autres sujets. Alors, est-ce que sortir un peu de TikTok peut-être Juste un point sur TikTok, parce que aujourd'hui, il y a vraiment 2 outils de soft power pour la Chine, c'est les dim sum et le côté TikTok. La question qui se pose, c'est est-ce que TikTok, qui est très influent en Europe et en Asie du Sud-Est, va être vendu aux États-Unis? La Chine, pour l'instant, est, à mon avis, je parie sur le fait que non. Mais il y a un scénario possible, c'est de dire on accepte de le vendre que si c'est Elon Musk, c'est le scénario qui circule en ce moment. Si c'est le cas, ça veut dire beaucoup de choses sur les relations de confiance, entre guillemets, entre la Chine et Elon Musk. Donc ça pose un vrai sujet ensuite d'un point de vue diplomatique. Et ça peut-être tu peux élargir sur un autre sujet qui concerne les relations entre les États-Unis et la Chine avec ce qui se passe du côté de la cyber. Oui, en fait, il y a ce qui est probablement le plus beau entre guillemets, et le plus grand hack récent qu'on appelle Side Typhoon. En gros, les Chinois sont entrés sur les backdoors, parce que les opérateurs de télécom mettent des backdoors pour les services de renseignement pour faire des écoutes, et en fait, les Chinois les ont piratés. Oui, c'est riche. Et d'après Meredith Whittaker de Signal, ils auraient, et puis la presse dit qu'ils ont accédé au téléphone de Trump, de Vance et de pas mal de gens, de tous les... Donc, il y a un vrai sujet. Et là, apparemment, l'équipe qui était en charge d'étudier ce sujet a été, comme elle a été initiée par Biden, virée. Et donc il y a une vraie question sur la cyber, parce qu'on arrive à un moment où les attaques contre la Chine, la Russie et les États-Unis sont documentées et montent en intensité. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que les États-Unis seront démunis ou pas? Et ça, c'est la question qui inquiète un peu tous les spécialistes. Ouais. Un mot de conclusion. D'un mot très vite sur TikTok, il y a aussi un attelage aujourd'hui qui se fait au niveau de la tech autour de l'administration Donald Trump, et la gestion du cas TikTok ne sera pas anodine sur la possibilité de voir survenir des premières fissures dans cet attelage, parce que le fait de maintenir TikTok aux États-Unis aura des répercussions concurrentielles pour les réseaux sociaux américains, notamment ceux du groupe Meta, et dans le même temps, il y a une logique de rapport de force et de deal à aller chercher qu'aime bien en fait manipuler Donald Trump pour aller chercher une réciprocité qui aujourd'hui n'existe pas. C'est-à-dire que TikTok est encore autorisé aux États-Unis mais pourrait ne plus l'être, et dans le même temps les réseaux sociaux américains et les géants de la tech américains, on pourrait inclure Google dedans, ne sont pas autorisés en Chine. Donc là il y a des intérêts en fait qui sont à la fois convergents et divergents, et en vérité on pourrait voir à travers les premiers arbitrages de Donald Trump et de son administration peut-être de premières fissures dans cet attelage bien ficelé autour de la tech aujourd'hui. Merci beaucoup Julien Pillot, Julien Nossetti et Tariq Krim d'avoir été avec moi pour ce grand débrief spécial investiture de Donald Trump. À très bientôt pour une nouvelle discussion sur la tech. C'était Smart Tech. On se retrouve sur la chaîne Be Smart for Change et aussi en podcast et en replay.